cet atelier, workshop, bien sûr, sur un sujet extrêmement important et d'actualité. Nous avons bien entendu avec nous le professeur Ennaz Hicham, professeur de microbiologie au laboratoire de virologie du Centre de virologie et des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V de Rabat, qui va bien sûr nous parler des apports des tests sérologiques automatisés de chimioluminescence en format unitaire avec des cas surtout sur la base de cas cliniques, n'est-ce pas? Voilà, à vous la parole. Donc, bonjour. Donc, à mon tour de remercier d'abord la Société marocaine de chimie clinique, bien sûr, d'avoir organisé ces journées scientifiques qui sont destinées pour la formation. Déjà, je vois de là beaucoup de jeunes. Et remercier la Société Gigalab d'avoir organisé cet atelier qui va porter sur l'utilité, si vous voulez, des tests sérologiques unitaires. Vous allez voir que les labos, je pense que mes collègues là, soit dans le secteur privé ou le secteur public, donc on a si vous voulez, beaucoup de problèmes, si vous voulez, avec la gestion de certains réactifs, notamment sérologie. Vous allez voir quel type de sérologie. Donc, je voulais dire que le professeur Milhlo, donc il s'excuse, donc devait être parmi nous pour animer cet atelier. Donc, il est retenu pour des raisons majeures. Voilà. Donc là, je vais m'intéresser, si vous voulez, à tout ce qui est maladie infectieuse. Vous savez, là où je travaille, donc c'est un laboratoire de virologie qui est installé au sein d'un service de maladies infectieuses. Donc c'est, si vous voulez, c'est la routine de faire le diagnostic pratiquement de toutes les maladies infectieuses. Donc, comme vous savez, ces maladies infectieuses ont longtemps représenté la principale cause de mortalité, avec l'amélioration du niveau de l'hygiène, avec la vaccination, la chimiothérapie anti-infectieuse. Donc, on croyait que cette lutte victorieuse c'est-à-dire va permettre de parler que maladie infectieuse était le dossier des maladies infectieuses clos, c'est-à-dire une maîtrise totale de ces maladies infectieuses. Bien sûr, cet événement d'éradication d'une maladie qui est la variole en 1980, donc donnait cet espoir de contrôler ces maladies infectieuses. Malheureusement, et cependant, après les années 80, il y a la découverte de plusieurs micro-organismes, notamment le VIH, le Campilo, l'hépatite C en 89, et la liste elle est longue. Tous ces événements, aussi, il y a une extension de pathologies infectieuses dans des zones, au-delà des zones délimitées où il n'existait pas auparavant. Par exemple, je donne l'exemple du West Nile, c'est une maladie virale, c'est une virose, arbovirose, qui était installée, je veux dire, au niveau de l'Afrique, mais là, il fait si vous voulez, des épidémies au niveau des États-Unis. Vous voyez, donc, cette émergence ou réémergence de certaines maladies virales ou bactériennes. Donc, tous ces événements ont annoncé le retour des maladies infectieuses, malheureusement. Et là, on le vit actuellement depuis ces 2 dernières années, voire 3 dernières années, donc la pandémie de Covid. Ces maladies infectieuses donc, apparaissent très larges, donc soit des cas sporadiques, des cas groupés, des épidémies ou même des pandémies, comme j'ai dit, pandémie Covid par exemple. Ces infections se présentent soit sous forme d'infection communautaire, c'est-à-dire dans la population, ou bien nosocomiale, ces infections nosocomiales qui posent énormément problèmes au niveau des soins. Donc, bien sûr qu'il y avait
une réémergence de certaines maladies infectieuses. Donc cette émergence et réémergence, bien sûr, ils sont dus à, si vous voulez, à trois facteurs. Donc l'agent étiologique, c'est-à-dire le micro-organisme. Donc là, pour qu'une infection, un micro-organisme émerge, donc le changement de l'agent étiologique se fait, par exemple, par une mutation, tout simplement, sous pression de sélection immunitaire ou anti-infectieuse. Donc il émerge une autre souche plus virulente, par exemple. Aussi, cette émergence peut être due à un changement au niveau de l'environnement. Vous savez, l'interaction de l'homme avec l'environnement, que ce soit animal, côté animal ou végétal, donc il change les choses. Par exemple, le fait les exploitations agricoles étendues, par exemple, c'est un élément ou c'est une action qui fait émerger certaines maladies infectieuses. Aussi, un changement au niveau de l'hôte. L'hôte, par exemple, on voit de plus en plus des maladies des patients immunodéprimés, par exemple, des malades qui ne sont pas, je veux dire, pas des malades, des personnes qui ne sont pas immunisées contre certaines pathologies retrouvées dans le passé. Donc, cette lutte ou la lutte contre les maladies infectieuses, il passe par le diagnostic précoce, le diagnostic microbiologique précoce, et par une veille épidémiologique. Donc tout ça, on a vécu ça. Donc ces deux axes sur quoi on s'est basé durant cette pandémie Covid. Donc diagnostiquer, perfectionner ce diagnostic et avoir une veille épidémiologique bien menée. Donc dans un rapport de l'Académie française de médecine, donc il parle que la relance qu'il faut retrouver pour lutter contre ces maladies infectieuses, ou plutôt avoir des leçons de cette pandémie Covid-19 en termes de diagnostic, en termes de tests. Donc il recommande de renforcer l'innovation dans le domaine des tests, en orientant de manière à être plus génératrice en valeur médicale et économique. Autrement dit, cette innovation ou cette dynamique, si vous voulez, en termes de tests, donc, doit reconnaître la valeur médico-économique du diagnostic microbiologique et s'inscrit ce diagnostic dans l'évolution du système de santé. Donc là, il faut voir en quelque sorte l'impact de ce test sur le parcours de soins pour le patient. Et bien sûr, le système de santé doit être accompagné pour préparer des transformations à venir, par exemple des localisations d'un test, avoir des nouveautés en termes de tests microbiologiques. Donc, les tests, d'une façon générale, en microbiologique, donc, présentent de multiples facettes. Donc, ce test, de point de vue médical, lorsqu'on s'intéresse à la santé de l'individu, donc les questions cliniques auxquelles le test microbiologique doit répondre, c'est cette personne est-elle infectée, donc soit une personne symptomatique, asymptomatique, dans un hôpital ou à titre externe. Une autre question auquel ces tests doivent répondre, est-ce que cette personne a-t-elle été infectée ou elle est immunisée? Vous savez, l'importance de la sérologie dans cette question pour dépister, par exemple, le niveau de l'immunité au niveau d'une population ou au niveau individuel, pardon. Et une autre question auquel il doit répondre, ces tests microbiologiques, si cette personne est-elle contagieuse? Donc, vous savez, la contagiosité, il dépend de la charge du micro-organisme, il dépend de la prédisposition, si vous voulez, de l'hôte. Et puis, si on s'intéresse, si vous voulez, à la population entière, donc les réponses auxquelles ces tests microbiologiques doivent répondre, c'est comment l'épidémie se développe-t-elle? Donc là, c'est une description, si vous voulez, de cette épidémie, son mode d'évolution. Son mode d'évolution, s'il vous plaît. D'accord.
Et quelles sont la prévalence et l'incidence dans un groupe donné. Donc là, on va voir un petit peu le côté biostatistique de la chose. Aussi une autre question, comment le virus propage-t-il? Donc là, on a vécu ça durant cette pandémie, donc toujours des questions, bien sûr, à partir des résultats de ces tests, soit des dépistages et tout, pour voir un petit peu le comportement, comment le virus se propage dans la population, en connaissant quelles sont les personnes vulnérables, quelles sont les régions où la prévalence est très élevée, et ainsi de suite. Une autre question aussi, quel est l'état de l'immunité collective? C'est important, on a vécu aussi une question concernant, avant de démarrer la campagne de vaccination contre Covid. Donc là, on dit, voilà, après la vaccination, est-ce qu'on est protégé? Non, et tout. Voilà, pour des autres maladies, par exemple des maladies virales, je ne sais pas, au milieu, je ne sais pas, pour le vaccin, par exemple en Europe, vaccination contre l'hépatite A ou personnel de santé pour l'immunité contre le virus de l'hépatite B. Donc, les tests aussi, la deuxième facette, ou une autre facette de ces tests microbiologiques, c'est du point de vue physiopathologique. Donc là, c'est la détermination, si vous voulez, des marqueurs qui font, si vous voulez, qui suit ou rechercher de la cinétique de l'infection. C'est très important. Et ces tests microbiologiques, ils sont indispensables, bien sûr, pour l'interprétation des résultats. C'est très important. Là, par exemple, une infection, là, si on recherche dans les premiers jours, par exemple, de l'infection, un test sérologique, par exemple, ça ne va pas servir à grand-chose. Par contre, il faut rechercher, si vous voulez, directement le virus, par exemple, l'acide nucléique. Le test de point de vue biostatistique, c'est important aussi. Ça détermine ou ça parle, si vous voulez, des performances intrinsèques du test. C'est la sensibilité et la spécificité de ce test. Et aussi des performances extrinsèques. Et là, on parle de valeurs prédictives positives et négatives. Pour la sensibilité spécificité d'un test, il ne faut pas oublier de déterminer ce qu'on appelle la sensibilité clinique. C'est plus important. On peut avoir un test qui a une bonne sensibilité et spécificité, si vous voulez, technique, mais ayant une sensibilité clinique qui est médiocre. Donc là, bien sûr, ça rentre dans le choix du test en général. Donc, les technologies utilisées, du point de vue technologique, donc ces tests microbiologiques, donc ces technologies existaient avant, donc tout ce qui est chimiluminescence ou l'enzymatique, par exemple, voilà, utilisée dans les autres secteurs et elle est adaptée dans le diagnostic des micro-organismes. Mais là, ces systèmes, ils diffèrent principalement pour leur niveau d'automatisation. D'accord, donc ces tests en microbiologie, donc chaque système a un niveau d'automatisation, chaque système a son débit bien sûr, selon le but, si vous voulez, que l'utilisateur espère ou souhaite, et aussi les conditions d'utilisation. Là, par exemple, durant cette pandémie, on a vu que, par exemple, les systèmes à haut débit, donc ils avaient une utilité du moment qu'on dépistait ou on diagnostiquait une infection chez un nombre élevé d'individus. Donc un petit mot sur les produits, si vous voulez, de diagnostic in vitro. C'est quoi? Ils recoupent l'ensemble des techniques analytiques réalisées avec le système et les réactifs sur le prélèvement issu de patients. Donc ils sont utilisés par des biologistes, bien sûr, médicaux. Ils tiennent une place à part dans le secteur de la santé. Donc là, donc, ils sont utilisés dans le dépistage, le diagnostic, la prévention, l'évaluation et le suivi lors du traitement. Et là, je le dis avec toute honnêteté, les industriels des produits diagnostiques in vitro,
Ils sont des partenaires des laboratoires et des professionnels de santé. Ils nous fournissent des systèmes, bien sûr. Sans eux, voilà, on peut pas, ça peut pas marcher. Donc, il assure la maintenance, les formes personnelles, bien sûr, une bonne utilisation et aussi, des fois même, pour la lecture des résultats. Ils ont une capacité, ça a été prouvé, ça a été constaté durant cette pandémie, donc avec cette capacité de mobilisation et d'innovation. Et là, je tiens à les remercier, bien sûr, pour, si vous voulez, cette action pour que le système de santé continue. Et ils ont aussi une capacité de répondre collectivement, quantitativement aussi. Là, par exemple, on avait des commandes qui passaient de 1 à 100 ou à 1000 fois 1000, donc les quantités commandées, et les industriels, ils étaient là à côté de nous pour maintenir, si vous voulez, cette activité. Donc, je souhaite partager avec vous l'expérience de notre laboratoire de virologie au sein du centre de virologie de maladies infectieuses à Rabat, à l'hôpital militaire, dont, si vous voulez, la gestion de certains tests sérologiques. Donc, vous savez, ce laboratoire, donc, il est planté dans un centre d'infectiologie. Donc, on a un côté si vous voulez, d'hospitalisation, là où il y a, si vous voulez, côté consultation, côté hospitalisation, tout ce qui est malade ou personnes suivies pour des maladies infectieuses. Et le laboratoire de virologie dans le même bâtiment, donc il répond, si vous voulez, à la demande, si vous voulez, en termes de diagnostic virologique pour ces patients. Donc le laboratoire, donc, il contient plusieurs unités fonctionnelles. On a une unité de sécurité microbiologique niveau 3 pour manipuler des pathogènes classe 3, voire 4 des fois. Voilà, des unités comme tout laboratoire, unité préanalytique, sérologie moléculaire, bien sûr unité de séquençage, et on a une unité de culture cellulaire. Donc, mission de laboratoire, c'est le diagnostic et le suivi des infections virales, comme j'ai dit, mais aussi on a d'autres missions. Diagnostic des agents viraux de haut risque, donc c'est pour ça on dispose de ce laboratoire de biosécurité niveau 3. Et aussi, on est sollicité pour des bilans d'aptitude. Donc là, pour l'armée, pour le recrutement de masse, donc une visite d'aptitude qui contient bien sûr des analyses microbiologiques. Donc on doit répondre, bien sûr, avec un débit assez élevé. Mission aussi dans la formation. Donc on fait partie du centre hospitalier universitaire de Rabat, et aussi une activité de recherche. Donc on a des enseignants, chercheurs sont recrutés pour cette fin. Donc voilà, bon, quelque sorte, donc j'expose un petit peu qu'est-ce qu'on dispose en termes de tests, par exemple moléculaires, et quels sont les systèmes qu'on utilise. Donc là, voilà, je ne précise pas pratiquement les systèmes les plus connus pour assurer une réponse à des demandes, bien sûr, en biologie moléculaire. Bien sûr, on a une plateforme de séquençage, séquençage haut débit, séquençage capillaire aussi, voilà, et une culture cellulaire, comme j'ai dit. C'est vrai, dans la routine du diagnostic, n'est pas très sollicité, mais il y a l'accompagnement en termes de recherche aussi pour confirmer, valider certaines techniques qu'on utilise en routine. Pour les tests sérologiques, donc les plateformes, donc voilà, ils sont là. Donc souvent pour tout ce qui est, par exemple, sérologie, hépatite, les hépatites B, C, VIH, les plus demandées déjà dans le recrutement, c'est les 3 paramètres qui nous demandent côté virologique. Donc on a des systèmes au débit, donc il n'y a aucun souci. Donc on travaille avec eux, avec ces plateformes, avec ces systèmes depuis un certain moment, donc aucun souci, on est satisfait. Voilà. Donc le problème s'est posé au niveau des sérologies qui ne sont pas très demandées. Donc là, vous savez, un centre d'infectiologie, un patient qui vient pour une fièvre long cours, des fois,
le clinicien, l'infectiologue, il a besoin de plusieurs paramètres, plusieurs tests qui sont un petit peu, entre parenthèses, atypiques. Par exemple, là, une sérologie parvo B19 ou sérologie West Nile ou sérologie chikungunya. C'est un peu dans les systèmes, si vous voulez, actuellement disponibles. Pas tous les systèmes, ils ont la capacité d'avoir, si vous voulez, tout le panel, d'accord? Donc, on s'est mis, on a utilisé ce qu'on faisait avant pour répondre à cette demande. On utilisait des tests sérologiques type ELISA. Bien sûr, là, ces paramètres disponibles sur cette forme. Et on avait des difficultés pour la gestion de ces réactifs, notamment tant, vous savez, pour une réaction ELISA, ça dure plus de 3 heures. Donc un patient qui demande voilà, un test, rester 3 heures des fois dans le contexte d'urgence, voilà, c'est pas agréable. Et le problème principal était que ces tests, voilà, c'est des plaques ELISA, ne sont pas adaptés à des coup par coup. Vous voyez, un test qui vient, sérologie de West Nile, on est sollicité 1 fois par mois ou 2 fois par mois. Eh ben, le coffret, il est ouvert, les contrôles positifs, les contrôles négatifs et tout, des fois, leur stabilité n'est pas idéale. Donc, on a des soucis pour relancer une 2e fois, une 3e fois. Il y a en quelque sorte, pour vous résumer, un peu de gâchis, un peu de gaspillage, même beaucoup de gaspillage. On se retrouvait avec des kits qu'on n'utilise même pas et voilà, c'est la destruction auprès de la pharmacie de l'hôpital. Aussi, on avait un problème ou une impossibilité, notamment de lancer plusieurs tests en même temps. Donc, réaction ELISA, on a un maximum 2 automates, des fois même, je me rappelle, on faisait ça manuellement. Donc, lancer 3-4 paramètres, voilà, maximum, pas plus. Alors, des fois, l'infectiologue, elle est perdue. Bon, on a une façon de parler, des fois, fièvre au long cours, on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, l'ordonnance ou la prescription, on a 10 paramètres à analyser pour un seul patient. Donc là, on avait vraiment des difficultés. Aussi, on a essayé l'envoi dans d'autres centres. Vous savez, avec le commandement à l'hôpital militaire et tout, c'était pas génial parce que des fois, on est sollicité dans l'urgence le soir, par exemple, réaliser une sérologie atypique. On doit répondre la soirée même. Alors, pour l'envoyer à un autre labo, une autre structure, c'est un peu compliqué. Et aussi, ces tests, franchement, n'étaient pas disponibles, comme j'ai dit, sur les autres systèmes. Donc là, bien sûr, avec concertation avec les collègues, toute l'équipe, bien sûr, on a acquis ce système, le Verquilia Lotus de Vircel. Donc c'est un système voilà, qui répond à nos questions, franchement, je le dis avec toute sincérité, avec beaucoup d'avantages. Donc, que ce soit sur le processus analytique au laboratoire, donc voilà, on avait ces problèmes. C'est un test automatisé, rapide, pratiquement, voilà, et ça évite, comme vous savez, les erreurs de manipulation, même tout ce qui est technicité et tout. On pouvait partager avec moi le problème, donc on a des soucis à avoir tant de techniciens pour manipuler en T0, voilà, des fois c'est un peu compliqué. Ce système aussi dispose de tests au format monotest. Aussi, c'est un peu, c'est vraiment économique, si vous voulez, là. Pardon. Là. Donc, ces tests unitaires, donc là, c'est une barrette, c'est le strip, si vous voulez, donc qui contient et les contrôles, les calibrateurs et aussi pour tester l'échantillon. Donc c'est une sorte d'économiser, en fin de compte. Je vous ai raconté pour la technique ELISA, pour lancer un seul patient, il y a 2 contrôles négatifs, 3 contrôles positifs. Voilà, des fois la barrette, on ne peut pas casser. Voilà. Donc il y avait beaucoup de gaspillage. Je pense qu'avec ce système, on est satisfait. Les tests contenant tous les réactifs nécessaires, comme j'ai dit, avec une flexibilité, chargement. Des fois, franchement, certainement, ça vous arrive aussi. Le biologiste, l'infectiologue rappelle, s'il vous plaît, vous pouvez ajouter sérologie parvo B19
19 à ce patient. Donc c'est déjà lancé, déjà dans l'automate. Et ben voilà, avec ce système, on a cette possibilité d'ajouter au cours du fonctionnement de l'automate un nouveau test. Aussi, les avantages sur la prise en charge du patient. Là, voilà, c'est un panel franchement très riche, plus de 80 tests. Toutes les sérologies le même jour, je veux dire, on le vit, c'est une possibilité, d'accord, et raccourcissement durée d'hospitalisation. Des fois, franchement, c'est gênant pour nous, au niveau de laboratoire, de laisser un patient attendre que les résultats d'une analyse des jours et des jours. Des fois, avec l'ELISA, on laissait des séries, si vous voulez, une fois par semaine. Alors, voilà, obligé qu'il attende une semaine au moins pour avoir les résultats. Maintenant, plus ce problème, donc c'est plus gérable. Et aussi, ça permet des décisions médicales au bon moment. C'est très important. À maintes reprises, des fois, on découvre des choses accidentellement. C'est-à-dire, là, on lance une sérologie juste pour complément, ou un test en général, donc ça sort positif, et ben voilà, c'est une dengue ou c'est une hépatite, je ne sais pas, ou un truc comme ça. Donc là, franchement, ce système, je le dis avec toute honnêteté, on est satisfait, et il fait l'affaire. Donc ce panel, donc je l'expose rapidement, donc concerne les infections respiratoires bactériennes, donc voilà, donc tout ce qu'on souhaite pour pathologies médicales infectieuses. Les infections respiratoires en termes de sérologie, tests sérologiques pour les infections respiratoires virales, les maladies virales et bactériennes de transmission mère-enfant, d'accord. Infection en prévention vaccinale, donc tout ce qui est, voilà, pour savoir l'immunisation post-vaccinale pour certaines infections. Un panel pour les infections sexuellement transmissibles aussi, donc sont demandés. Et aussi les infections vectorielles, ça aussi, en maladie infectieuse, on est très sollicité en ce terme, donc que ce soit ces maladies vectorielles bactériennes ou virales. Et certaines zoonoses aussi, le panel des zoonoses aussi, on est sollicité, et bien d'autres infections qu'on peut retrouver sur les autres systèmes. Et là, franchement, un système qui rassemble tout ce panel est très rare dans le marché. Et bien sûr, avec possibilité d'un rapport bien complet, tous les contrôles et tout, pour la validation des tests. Donc c'est pratique et c'est pas... Voilà. Donc là, fini un petit peu côté, si vous voulez, présentation de la chose des tests. Là, j'enchaîne directement avec certains cas cliniques, avec quelques cas cliniques qui illustrent un petit peu l'utilisation. Vous savez, des fois, avec des tests, si on ne dispose pas de ces tests, donc c'est un peu compliqué de faire le diagnostic. Je ne sais pas, Monsieur le Président, voilà, bon, j'enchaîne. Donc là, permettez-moi de partager avec vous ce cas clinique. C'est des cas qu'on a vécu au labo, je pense, en totalité, d'accord. Et on aura... bon, ça va être, j'espère que ça va être interactif, bon, juste pour... je vois, il y a beaucoup de jeunes là présents, donc je pense que ce serait une bonne chose. Donc là, je commence par cette femme. Donc une dame, 39 ans, mariée, mère de 2 enfants, vivant dans une ferme, consulte aux urgences pour un ictère. L'interrogatoire, la femme présente un syndrome grippal, un ictère depuis 2 jours, aucun antécédent, pas de prise médicamenteuse, pas d'habitude toxique et pas d'obésité. Donc là, un bilan biologique réalisé, ASAT 44 fois la normale, ALAT 24 fois la normale, les PAL 2 fois normale, bilirubine c'est élevé, le TP à 46%, le taux de prothrombine. Échographie faite en urgence abdominale qui était normale.
Donc, quel diagnostic pouvez-vous évoquer? Une hépatite, c'est-à-dire une hépatite, c'est-à-dire virale. Oui, quoi d'autre? Un TP, oui. Une hépatite fulminante, d'accord. Bon, 46, voilà. Donc, je vais aider un petit peu pour essayer de faire vite. Donc, j'ai ces propositions. Gastroentérite, hépatite virale, hépatite auto-immune, hépatite médicamenteuse et un abcès hépatique. Bon, vous pouvez ajouter, là, c'est... Voilà. Donc là, gastroentérite, à votre avis? Oui, je pense... Moi, je ne penserais pas à une gastroentérite, un ictère 2 jours, voilà. Hépatite virale, vous l'avez vu, oui, c'est possible. Hépatite auto-immune, c'est une femme. Possible, oui. Hépatite médicamenteuse, j'ai précisé qu'il ne prend pas de traitement, oui, je pense. Un abcès hépatique, l'échographie, donc échographie normale, donc je pense qu'on a, voilà. Donc, hépatite virale, hépatite auto-immune. Si vous avez d'autres diagnostics à évoquer, n'hésitez pas voilà, à partager. Leptospirose. Oui, oui. Leptospirose. C'est une fièvre hémorragique, complications. Oui, franchement, voilà, des atypies et tout. Donc là, c'est des cas cliniques simplifiés, vous savez, c'est possibilités rares, je pense, on les évite comme ça, on fait. Donc, bilan d'auto-immunité, donc tout le panel, pardon, tout le panel. Donc voilà, elle est négative, donc l'auto-immunité. Donc, quel bilan biologique demandez-vous? Donc là, on avait 2 suspicions, virale, auto-immune, l'auto-immunité. Donc voilà, hépatite virale, donc on aura... Voilà, j'ai proposé sérologie de l'hépatite B, antigène HBS, et là je m'arrête là un petit moment pour la sérologie pour l'hépatite B. Bon, il y a certains collègues qui demandent l'antigène HBS seul. Est-ce que vous êtes d'accord pour une sérologie de l'hépatite B? Donc les 3 paramètres, je pense, pour pouvoir interpréter, oui. Sérologie de l'hépatite C, sérologie de l'hépatite A. Donc là, pour lesquels, bon, on a demandé les 3, les résultats sont les suivants. Sérologie, l'hépatite B, donc antigène HBS négatif, anticorps HBsC totaux négatif, anti-HBS positif. Donc c'est une femme vaccinée, donc c'est une immunisation post-vaccinale. Sérologie de l'hépatite C négatif, sérologie de l'hépatite A négatif. Voilà, AJ3, la dame, voilà, retourne aux urgences avec un bilan relativement il y a une petite amélioration, si vous voulez. Donc, les ALT, voilà, les enzymes hépatiques étaient à 44 fois, maintenant 30 fois normal, ainsi de suite, avec un TP légèrement élevé par rapport au premier bilan. À votre avis, on fait quoi avec cette dame? On lui demande quoi? Pardon? Voilà. Il y a les... Pardon. Là, bon, j'ai des propositions juste pour... voilà. Est-ce qu'on va demander des sérologies des herpès viridés, le CMV, le BV, l'herpès simplex et l'hépatite E? Vous êtes d'accord? Toutes les sérologies? Pensez à l'économie de santé. Je demanderai l'hépatite E seule, d'accord? Donc, parce que les hépatites à virus herpétique, donc c'est un contexte un peu particulier, d'accord? Donc, c'est un terrain d'immunodépression, voilà, peut-être des symptômes typiques de ces infections à herpès viridés. Donc, peut-être je commencerai par une sérologie de l'hépatite E, d'accord? Et là, les résultats, des IgM positifs, des IgG positifs, effectivement, c'était une hépatite E. Malheureusement, quand
qu'on a du mal, on sous-estime, elle est sous-diagnostiquée d'ailleurs, c'est ça le message de ce cas clinique. L'hépatite E, il faut y penser devant tout ictère. Sachez que c'est vrai, les statistiques, malheureusement, au niveau des publications au Maroc, ne parlent pas trop de l'hépatite E, mais l'hépatite E existe. Il y a beaucoup de patients. Là, on a fait un petit travail en 2010 au laboratoire de virologie, rechercher des IgG chez une population, je pense, des jeunes recrues, quelque chose comme ça. Donc, croyez-moi que l'immunisation n'est pas négligeable. On parlait, je ne me rappelle plus, 10-15%, voire plus, d'immunisation à cet âge. Déjà, à l'âge, les nouvelles recrues, c'est à l'âge de 18 et 23 ans. Donc, imaginez si on fait un dépistage à l'âge de 60 ans, donc le contact avec ce virus sera plus important. Donc là, l'hépatite E, voilà, comme j'ai dit, message, voilà, un diagnostic sous-estimé, c'est un virus genre orthoépévirus, famille des épéviridae. C'est un virus ARN, bien sûr, avec 4 génotypes. Là, le génotype 1 et 2, c'est les pays, si vous voulez, en voie de développement, en quelque sorte. Génotype 3, c'est l'Occident. Et génotype 4, c'est la Chine. Quand même, d'après l'OMS 2020, donc 20 millions de cas recensés à une année, 55 000 de décès par an. La transmission, elle est essentiellement fécale-orale, d'accord ? Une contamination zoonotique, donc quand j'ai dit en Europe par exemple, c'est contact, c'est consommation de viande de porc essentiellement, une transmission mère-enfant. Et sachez que l'hépatite E, vous le savez déjà bien sûr, que c'est une forme grave chez la femme enceinte. Donc l'hépatite E, aussi il y a possibilité de transmission par la transfusion. Donc là, on parle de qualification dans une population de donneurs de sang, dans une population endémique ou épidémique pour l'hépatite E, est-ce qu'il faut inclure ce test de qualification de sérologie de l'hépatite E? Donc cliniquement, 50% des cas asymptomatiques, d'ailleurs, voilà. Et voilà, c'est donc on a dit. Là, il faut savoir que le premier marqueur virologique qui apparaît, donc c'est l'ARN viral, d'accord, au niveau du sang, et ça persiste plus longtemps, un petit peu plus longtemps au niveau des selles. Donc là aussi, il faut y penser. Si on dépasse, si vous voulez, cette phase de vérimie, donc il faut penser à rechercher ce virus au niveau des selles. Donc les sérologies, on a des IgM quand même qui persistent, qui apparaissent en premier, qui persistent des fois jusqu'à 6 mois avant de laisser la place aux IgG. Là, une deuxième, voilà, dans le diagnostic virologique, toujours la sérologie en première intention, sauf pour les immunodéprimés, du moment que cette infection, il est responsable de cas graves, je dirais de cas graves, puisque ce virus, cette infection passe à la chronicité chez l'immunodéprimé. Donc l'hépatite E, c'est vrai, c'est une hépatite entérale, comme l'hépatite A. On a enseigné toujours, il n'y a pas de chronicité comme les autres parentérales, mais là, pour l'hépatite E, il fait exception chez les immunodéprimés, donc il y a passage de chronicité. Et là, la surveillance et le suivi se fait par la détection de l'ARN viral, d'accord? Donc là, on ne parle plus de sérologie, mais ça va être avec la charge virale, et même il y a un traitement qu'on donne pour l'hépatite E chronique. Donc, l'évolution, comme j'ai dit, chez la femme enceinte, donc 20% de mortalité, c'est trop, donc il faut y penser. Cette infection redoutable. En plus, il y a toutes les conditions, si vous voulez, de transmission de cette infection. Donc, des responsables de formes fulminantes, hépatite chronique, comme j'ai dit, et aussi des manifestations extra-hépatiques, voilà, des formes neurologiques, pancréatiques et des manifestations rénales. Donc voilà pour, si vous voulez, conclure pour ce cas clinique. Donc suspecter une hépatite E devant toute hépatite aiguë inexpliquée. D'accord, donc il faut y penser, même, je dirais, d'être systématique avec l'alphabet, le A, B, C, E, je dirais, si on trouve le B, on ajoute le delta. Donc
suspecté, c'est une infection sous-diagnostiquée, d'accord, dans notre pays, et d'ailleurs même le monde entier. Un diagnostic sérologique en première intention, comme j'ai dit. Chez l'immunodéprimé, il faut l'évoquer devant toute cytolyse, d'accord. Il ne faut pas se baser seulement sur la sérologie, il faut passer à la recherche de l'ARN. Mesures de prévention, il y a une vaccination qui est utilisée au niveau de la Chine avec des résultats satisfaisants, mais n'est pas recommandée par l'OMS, recommandée je pense juste pour là où il y a des épidémies de l'hépatite E dans certains pays, ce n'est pas une recommandation absolue de vaccination. Le deuxième cas clinique, vous êtes prêts? Je suis pas... C'est bon? Vous avez des questions concernant le premier cas clinique? Pas de souci. Alors, deuxième cas clinique, c'est un monsieur de 28 ans, célibataire, il consulte aux urgences le 38 2022, donc c'est un peu récent, c'est un patient réel venu à l'hôpital militaire et qui présentait depuis 5 jours un état fébrile avec une éruption cutanée généralisée, d'accord? Donc là, peut-être que je vous montre les photos, d'accord, voilà. Et puis, voilà, vous me dites à quoi vous pensez. Donc, c'était fin août dernier. Donc, il y avait un contexte épidémiologique particulier. Vous savez, vous avez parlé, j'ai entendu parler, le monkeypox, d'accord. Donc là, cet aspect, si vous voulez, où ces lésions dermato, il faisait penser à une infection à monkeypox. Alors là, ma question, voilà, aussi l'interrogatoire, pas de notion de prise médicamenteuse, parce que voilà, ces éruptions généralisées et tout, des fois, vous savez, il y a des réactions, ce qu'on appelle toxidermie médicamenteuse, donc bon, ça peut être évoqué. Pas d'antécédent de varicelle. D'accord, donc dans l'enfance. Un bilan biologique, c'est perturbé, d'accord. Donc, quel bilan virologique demandez-vous? Donc, vous avez vu le VIH, très bien, oui. Pourquoi? Un célibataire, le VIH qui sort par les... Bon, VIH, oui, mais vous me dites pourquoi? Infection généralisée. Donc, ça peut être une infection due à un autre micro-organisme avec cette diffusion et tout, ça fait peut-être un immunodéprimé. D'accord, là, je suis d'accord. Donc là, on peut partager, mais voilà, c'est laquelle vous choisissez. Là, c'est VZV, varicelle zona, d'accord, virus varicelle zona. Sérologie herpès simplex, HHV6, herpès 6, d'accord. ADN monkeypox, sérologie VIH, laquelle vous choisissez ou lesquelles? Oui, VZV, on est d'accord. Le VIH. Monkeypox, oui, tout à fait. Donc là, vous avez raison. Donc, et là, résultat de bilan virologique. Donc là, on a commencé par la sérologie, c'est la plus, si vous voulez, rapide, avec ce système vert qu'il y a. Donc on a eu une réponse. IgG varicelle négatif, IgM négatif. Alors, on attend l'ADN. Tout le monde a eu à l'hôpital, vous savez, un cas de monkeypox. Alors, voilà, il n'était pas bien installé en plus et tout, plein de contacts aux urgences et tout. On était un peu stressés. L'ADN monkeypox revient négatif. Sérologie VIH négative aussi. Voilà, c'était ça. Donc, quel bilan virologique complémentaire vous demandez? Refaire la sérologie. Là, c'est un patient aux urgences. Là? Oui, exactement. Donc, c'est ça. Donc, l'ADN du VZV, d'accord? Donc, vous savez, la cinétique des marqueurs virologiques, voilà, des fois, on tombe vraiment dans la phase précoce, d'accord? On a du mal à détecter les marqueurs sérologiques IgG, IgM. Donc, effectivement, résultat, on a eu même une forte charge. Bien sûr, la recherche de l'ADN, à partir de quel prélèvement?
Des vésicules, oui, exactement. Donc vous avez vu des vésicules, voilà, bien, voilà. Donc avec seringue et des écouvillons, on a eu le prélèvement. Donc effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, donc là, c'est pour ça, il faut choisir, le biologiste, il doit choisir, si vous voulez, le test selon, si vous voulez, voilà, le stade de l'infection. Il faut avoir, si vous voulez, ces réflexes à se mettre, si vous voulez, dans la durée de l'évolution de l'infection. Là, peut-être je suis en début, bien sûr, en confrontation avec la clinique, bien sûr. Voilà. Donc, varicelle, ZV, peut-être on ne va pas trop tarder. Donc, voilà, herpès viridé, sous-famille alpha herpès viriné, varicellovirus, d'accord. Donc, aspect épidémiologique, donc primo-infection, varicelle, réinfection, zona, très bien, et très contagieux, bien sûr, avec un zéro, voilà, épidémie au printemps, taux d'attaque, c'est 80%. Donc varicelle, une fois dans un foyer, ben, voilà, diffusion partout, dans une crèche, une école, ainsi de suite. La clinique, donc incubation 8 à 21 jours, des éruptions typiques, mais là, chez l'adolescent et l'adulte, des fois, vous avez vu, la présentation clinique, elle est atypique. Donc voilà, c'est une varicelle disséminée, même possibilité de complications. Il y a des pneumopathies, voilà, des infestations neurologiques, d'accord. Donc le diagnostic virologique, donc en général, la clinique suffit, une varicelle chez un enfant, donc souvent on n'a pas besoin de faire des analyses, d'accord. Et l'ADN, en cas de doute, bien sûr, c'est l'ADN viral. Les sérologies, aussi ça sert, la sérologie, pour déterminer l'immunité, d'accord. Par exemple, chez une personne ou un enfant ou particulier qu'on désire vacciner, donc on demande des IgG, des IgM, pour voir s'il a eu un contact, parce que des fois chez l'enfant, il peut passer, je dirais pas asymptomatique, mais une forme légère que les parents ou les enseignants ne constatent pas. Donc là, voilà, je dirais, voilà, c'est un peu exceptionnel, ce qu'on appelle la réinfection par le VZV. Là, c'est un peu, voilà, parce que pour nous, une primo-infection, premier contact, varicelle, et jamais de varicelle après, d'accord. Là, il y a certaines études, notamment américaines, qui ont parlé de réinfection par le VZV. D'accord. Donc là, comment ils l'ont expliqué, ces facteurs, si vous voulez, pardon, ces facteurs de risque pour récidive de la varicelle, si l'enfant a fait la varicelle à un âge précoce. Donc là, avant les 12 mois, donc souvent c'est une tolérance immunitaire. Bon, ce rappel ou cette mémoire ne s'installe pas et il peut attraper la varicelle une deuxième fois. Si l'infection initiale de sévérité modérée, comme j'ai dit, il y a des facteurs génétiques, il en parle, et aussi, même, il y a des études qui ont parlé d'infection par une souche différente. Là, vous savez, un contact avec une souche, immunité contre cette souche, mais voilà, une souche un petit peu différente. Les herpès viridés, bon, c'est vrai, il n'y a pas une grande variabilité génétique, mais c'est possible, il y a des articles qui en parlent. Donc, moralité ou le message à passer, c'est même avec une sérologie IgG positive, il faut parler peut-être, il faut penser à une varicelle aussi. Parce que des fois, des lésions ne collent pas avec un zona, d'accord. Parce que le zona, on va voir tout à l'heure, c'est des lésions particulières, c'est un tableau clinique particulier différent de la varicelle. Donc même avec des IgG positifs, pensez à la varicelle d'après ces études américaines. Je pense, vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Il y a mes maîtres dans cette salle, donc je parle sous contrôle. Alors, vous êtes prêts pour le troisième cas clinique ou c'est bon? On entame. Donc, une dame, un monsieur plutôt, 45 ans, antécédent épilepsie depuis 13 ans, traitement, sous traitement, d'épakine, pas de drogue ni d'allergie, varicelle à l'enfance, d'accord. Depuis 2 semaines, présente des otalgies. D'accord, douleur au niveau de l'oreille droite avec acouphène, donc ce bruit voilà, continu, et perte d'audition. Voilà, donc une baisse d'audition, perte d'audition. Une semaine après, il consulte chez l'ORL, donc il parle d'une otite moyenne, il l'a mis sous antibiotiques et anti-inflammatoires.
6 jours après, bien sûr, il est sous traitement antibiotique, donc il présente une paralysie faciale droite. D'accord ? Des acouphènes, perte d'audition, en plus des céphalées temporales, d'accord ? Une instabilité à la marche, des vertiges, une anxiété et même un ralentissement psychomoteur. Là, voilà, c'est un tableau neurologique, quoi. Donc là, déjà, avec paralysie faciale droite, le vertige, ben, c'est sérieux. Alors, là, examen clinique, donc les paramètres, les constantes, pas de souci. L'autoscopie des lésions croûteuses au niveau du pavillon de l'oreille et du conduit auditif externe avec quelques vésicules sous-labiales droites. Donc, vous pouvez regarder la photo. Donc, c'est ces lésions croûteuses. Donc, et bien sûr, à l'examen, une hémiparésie faciale périphérique droite avec une sensibilité faciale conservée. À quoi vous pensez ? Oui, c'est vrai, après le varicelle, ça vient de zona, oui. Oui, j'avance. Bon, une infection virale, famille des herpès viridae était suspectée. Donc, quel bilan demander ? Donc, dans ce cas, est-ce qu'on va demander que la sérologie varicelle, c'est ça ? Pardon ? Une PCR d'emblée ? Oh, oui, bon. Oui, pourquoi pas. Mais là, déjà, les AINES, oui, très bien. Une PCR déjà sur la croûte, oui, c'est vrai, il faut d'emblée, mais je reste peut-être, je demandais ces sérologies, lesquelles, je demanderais l'herpès simplex, vous savez, il y avait eu une lésion sous-labiale, voilà, bon, l'herpès aussi, par exemple, c'est pas typique, si vous voulez, d'un zona quand même, voilà, je vais rester prudent, je vais demander l'herpès simplex et sérologie zona. Il y a le VIH qui est greffé là, à votre avis, on le demande ou pas ? Oui, oui. Une réactivation herpès viridae en général, il faut penser à une immunodépression, d'accord ? La plus simple à éliminer, c'est le VIH, d'accord ? Donc on reste sur les trois, herpès simplex, VZV, et voilà, les résultats sont les suivants. Donc sérologie herpès IgG positif, IgM négatif, ça veut dire... Voilà, un contact ancien si vous voulez. VZV, les deux positifs. D'accord ? Donc IgG, IgM. Donc à votre avis, c'est quoi ? C'est une réactivation plutôt. Voilà, c'est pas le clinique colle pas avec une varicelle bien sûr. Donc même les IgM, on les retrouve en cas de réactivation. Là aussi, vous connaissez certainement. Et la sérologie VIH, elle est revenue négative. Donc c'est un zona auriculaire droit, un VZV avec lésion des nerfs 7 et 8. Là, pour soit la sensibilité faciale conservée, l'hémiparésie, voilà. Donc c'est ces nerfs crâniens qui sont atteints. Donc c'est une névrite, si vous voulez, virale qui était responsable de cette symptomatologie. Donc le zona, voilà, c'est une réactivation. Donc je passe rapidement. Donc voilà, le diagnostic, donc l'examen clinique, des fois c'est pas évident comme le cas tout à l'heure, mais des fois des lésions intercostales, par exemple, chez quelqu'un qui a fait la varicelle auparavant, donc ça évoque le zona. Les douleurs aussi, la symptomatologie c'est très douloureux, ces lésions accompagnées de douleurs, même des fois des douleurs, des séquelles, c'est-à-dire même après la réactivation, donc il conserve, il garde ces douleurs. Chez l'adulte jeune, doit faire proposer une sérologie VIH. Oui, une réactivation, c'est un peu systématique. Là, quatrième et le dernier, promis. Alors, madame, 46 ans, rentrée du Thaïlande. Après un voyage organisé, 3 semaines, il présente depuis 2 jours une fièvre à 39, des céphalées et des douleurs articulaires. Thaïlande, céphalée, douleur articulaire depuis 2 jours, une fièvre. Quel diagnostic évoquez-vous ? Donc là, voilà, ça peut être tout. Hein. Voilà, Thaïlande, VIH. 3 semaines, oui, il n'a pas. Ouais. J'ai dit
Non, je ne pense pas. Elle est célibataire? Non, je n'ai pas précisé. Bon. Là, quel diagnostic? Donc, je vous oriente. Là, une grippe. Non, elle a droit de faire une grippe, non? La clim, l'avion, le climat, changement de... Voilà. Non? Paludisme? Thaïlande? Oui, c'est possible. Oui, ça circule. Donc, une méningite. Méningite, un tableau clinique, voilà, qui ne colle pas trop. Une pyélonéphrite. C'est une femme, voilà, elle a le droit de faire d'une cystite compliquée, une pyélonéphrite, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Alors là, oui, je dirais une grippe possible, paludisme possible, une pyélonéphrite aussi, pourquoi pas. Mais il faut s'agir, il peut avoir n'importe quoi. Bon, 2 jours, fièvre, voilà, c'est pratiquement un syndrome pseudo-grippal, donc voilà, une autre virose, pourquoi pas. Donc là, une infection urinaire, une pyélonéphrite, oui, c'est possible. Si vous n'êtes pas d'accord, j'enlève la pyélonéphrite, d'accord? Donc là, juste pour être, parce que des fois, malade aux urgences ou hospitalisé, des fois, on essaye, si vous voulez, d'élargir un petit peu ce bilan pour ne pas perdre du temps, parce que des fois, il y a des urgences, d'accord, et qu'il faut traiter ou prendre en charge le plus tôt possible. Donc, ECBU réalisé, sans particularité, donc normal. Frottis, goutte épaisse, négative. Voilà. Pour le médecin, bon, une grippe, je donne un traitement symptomatique et voilà, je l'envoie. Donc effectivement, à Inès, aspirine. D'accord? Il revient aux urgences à J6. D'accord? La fièvre a baissé, bien sûr, c'est un peu normal. Il prend les AINES, l'aspirine, mais il présente des saignements gingivaux, c'est-à-dire voilà, un saignement au niveau de la gencive, d'accord, et des douleurs abdominales. Donc, quel diagnostic évoquez-vous? C'est un petit peu d'être, voilà, pour la pathologie qui n'existe pas dans notre pays. Thaïlande, quand même, c'est loin, c'est l'Asie, il y a plein de maladies infectieuses qu'on n'a pas ici, avec un saignement. Donc, il y a un saignement quand même. Ça a l'air sérieux. Fièvre jaune, Thaïlande. Oui, les arboviroses, je resterai, voilà. C'est vrai que pour les arboviroses, en général, bon, c'est une occasion de parler, bon, c'est un cas sur l'arbovirose, ne vous inquiétez pas. L'épidémiologie, c'est important. Donc, par exemple, quand vous dites fièvre jaune, donc là, dans certaines régions, par exemple, fièvre jaune, c'est l'Afrique, l'Amérique du Sud, voilà. Donc, des fois, on élimine, si vous voulez, ces possibilités qu'avec, si vous voulez, le contexte épidémiologique de la région. D'accord? C'est important. Donc là, voilà, j'ai mis paludisme, dengue, chikungunya et Zika. Si vous avez quelque chose à ajouter, problème. Donc paludisme, je reste paludisme. Ah oui, on a dit négatif, pardon, à J6, pardon. Donc déjà, voilà. Mais le palu, il y a maître professeur Mimouni, il est là. Bon, peut-être le palu, je vais le rechercher une deuxième fois. Si jamais, des fois, la sensibilité technique qu'on utilise, voilà, donc quand même, moi, je resterai prudent. Le palu, je vais refaire la goutte épaisse, la dengue, chikungunya et Zika. Là, peut-être que je garde tout, d'accord? Voilà, c'est une symptomatologie sérieuse, donc là, ça mérite d'avoir le maximum, d'accord? Donc, quel bilan vous faites? Donc, pour voilà, le palu, c'est bon. Pour les autres, la dengue, chikungunya, Zika, c'est une PCR, c'est une sérologie, une sérologie, oui. D'ailleurs, ces sérologies des arboviroses, ça existe sur ce système magnifique. Franchement, on est satisfait. Il y a pratiquement tout le panel des arboviroses. Donc là, sérologie chikungunya, IgG, IgM, la dengue, Zika et la goutte épaisse. Les résultats sont les suivants. Donc j'ai tout lancé. Donc chikungunya, voilà, absence de contact, si vous voulez, avec ce virus, pardon. Sérologie dengue, les 2 paramètres sont positifs, IgG, IgM.
Zika négatif et le goutte épaisse toujours négatif. Donc voilà, c'est un diagnostic de dengue, d'accord, une infection virus de la dengue, d'accord. Et voilà, si vous permettez, juste arbovirose. Donc arbovirose, c'est arthropode borne virus, 500 arboviroses. Il y a une centaine d'intérêts médicaux. Que, voilà, ces virus appartiennent à des familles différentes, Tocaviridae, les Bounia, les Flavi, pour la dengue par exemple, le Zika. Et puis, bien sûr, sont des viroses à transmission vectorielle, d'accord. Et là, l'existence de ces vecteurs, elle est essentielle pour évoquer cette maladie. Par exemple, là, un pays où ces moustiques ne circulent pas, donc c'est difficile d'en parler, d'accord, sauf comme le cas de notre patiente à l'infectiologie, c'est une dengue importée, ou même on parle de paludisme importé, d'accord, donc il vient avec l'infection. Mais il y a une parenthèse, ces arboviroses circulent au sud de l'Espagne, de la France, de l'Italie. Voyez, donc je ne pense pas que géographiquement parlons, ce moustique circule au niveau du sud de l'Espagne et ne pas circuler au niveau du Maroc. Malheureusement, on a fait un travail sur la séroprévalence du West Nile. Et on a eu des surprises, donc on parle, c'est vrai, l'étude c'est en cours de publication, une séroprévalence qui est importante. Donc le West Nile, elle est là, elle circule. Donc le West Nile aussi, c'est une arbovirose à transmission vectorielle. Donc le vecteur, elle est là. Donc voilà, donc il faut pourquoi pas parler de cas autochtones et ne pas de cas importés. Donc là, bien sûr, tout ce qui est manifestation clinique, donc là, fièvre, céphalée, arthralgie, éruption cutanée des fois. Donc malheureusement, c'est des symptômes un petit peu vagues. Une fièvre, une petite éruption, des céphalées, ça peut être tout, grippe, tout. Voilà. Donc juste, il faut y penser, surtout, un sujet qui vient d'un voyage dans un pays endémique. Donc là, il faut y penser. Là, bien sûr, là, une caractéristique d'ailleurs pour tous les arbovirus, c'est cette vérimie qui ne dure pas longtemps. Donc, c'est une vérimie courte, d'accord. Donc, là, on parle de 4 à 7 jours. Donc, la pertinence, le choix du test, des fois, souvent, ce patient qui traîne, il ne vient pas dans la première semaine de l'infection, bien entendu. Donc, c'est après, il prend plein d'antibiotiques, je ne sais pas, voilà. Donc, il arrive un peu tardivement, donc c'est après 3-4 semaines des fois, inutile de rechercher l'ARN viral. Donc, le moléculaire, c'est vrai, dans la phase aiguë, retour du voyage, quelques jours après, d'accord. Donc, on peut tenter de rechercher l'ARN, mais la majorité des cas, c'est la sérologie qui pose le diagnostic. Une autre chose, sur les arboviroses, il y a ce qu'on appelle, pour ces réactions sérologiques, des réactions croisées. Vous savez, vous avez vu la Zika, dengue, voilà, c'est la même famille, Flaviviridae. Il y a des réactions croisées. Il y a une gymnastique à faire pour interpréter ces résultats. Souvent, des fois, c'est pas évident, c'est pas facile d'interpréter ces résultats. Donc là, voilà. Behind sample, there is always. Donc derrière un prélèvement, il y a toujours un patient, d'accord. Donc il faut y penser. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Ennez, pour cette excellente présentation avec des cas cliniques qui sont pertinents. Alors, en fait, on a quelques minutes pour passer, pour poser des questions au professeur Ennez. Entre-temps, je vais quand même insister sur un message important, c'est que lorsque vous demandez une sérologie, sachez très bien qu'est-ce que vous cherchez comme par rapport à l'agent infectieux, l'agent pathogène. Il faut impérativement connaître d'abord sa cinétique de marqueurs de l'infection, parce que lorsque vous connaissez la cinétique des marqueurs, vous savez très bien que lorsque vous avez une clinique, une éruption à J-7, lorsque le patient se présente chez vous, il a eu l'éruption par exemple ou la fièvre
à J-4, etc. Donc vous savez après à quel moment les IgG vont apparaître, à quel moment les IgM aussi, à quel moment, par exemple pour le Zika virus, on peut le retrouver dans les urines. Donc on fait une PCR sur les urines à un moment donné. Le virus, on peut faire une PCR sur le sang, mais c'est une virémie courte. Donc il faut impérativement connaître, bien entendu, la cinétique des marqueurs de l'infection pour pouvoir décider à quel moment on va faire. Parce qu'une sérologie, lorsque vous la demandez, elle ressort négative, ça ne veut rien dire si vous ne connaissez pas la cinétique des marqueurs. Et ça, c'est un message important à garder avec vous par rapport aux maladies infectieuses en général. Voilà ce que j'ai à dire. J'avais une deuxième remarque, mais on passe si vous avez des questions par rapport au cas clinique qu'a présenté le professeur Hannes. C'est parfait. Tu les as posées au fur et à mesure, c'est ça? C'est bon, c'est bon. C'est bon. Bonjour, moi j'aurais une question. En fait, Professeur Sfar, notre virologue de Rabat. C'est ton cas clinique qui m'a fait penser un petit peu à cette question. Une personne qui présente des douleurs péri-auriculaires de façon chronique et on pense à des algies post-zostériennes. Est-ce que pour toi, il y aurait un moyen de faire le lien avec le VZV, à part une sérologie IgG positive et IgM négatif? Est-ce qu'il y aurait un autre moyen d'établir ce lien? Malheureusement, dans la phase aiguë, si vous voulez, c'est possible, mais souvent, effectivement, il y a beaucoup de malades qui viennent pour une douleur, si vous voulez, résiduelle. Donc là, c'est côté biologique, c'est très très difficile. D'ailleurs, les IgM ne sont pas là, même des IgM, il ne faut pas trop croire dans les réactivations. Je pense côté biologique, malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Mais par contre, il faut éliminer, faire le bilan, d'accord, éliminer au moins ce qui est évident. Par exemple, recherche s'il y a une lésion, peut-être, voilà. Vous parlez, il n'y a pas de, j'imagine, il n'y a pas de lésion. Oui, malheureusement, même la recherche directe, si vous voulez, d'ADN et tout, c'est pas possible. Donc, je pense côté biologique, il n'y a pas moyen. C'est l'interrogatoire, c'est un petit peu décrire les symptômes qu'il a présentés. Ça coïncidait avec, je sais pas, une baisse d'immunité et tout, un petit peu le contexte clinique pour pouvoir déduire qu'il s'agissait par exemple, de douleurs résiduelles, je pense. Effectivement, ça c'est des cas particuliers. Les douleurs zostériennes, comme vous le savez, ça peut aller jusqu'à une année après. Et donc effectivement, les marqueurs sérologiques ne sont plus utiles dans cette situation, puisque vous avez des taux résiduels d'IgG. Et donc, c'est vrai qu'il y a des situations délicates où, bien sûr, l'anamnèse et le suivi du patient pourraient éventuellement aboutir bien sûr, à corréler ces douleurs au VZV, par exemple. Pardon. Professeur Chakour, professeur d'hématologie. Donc, votre cas de Thaïlande m'a beaucoup interpellé. Et donc là, j'insiste sur une chose, c'est qu'on doit développer l'épidémiologie. C'est-à-dire le conseil aux voyageurs. Quand on va voyager dans un pays, quel vaccin on va faire, quelle prophylaxie, et au retour, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez, il ne faut pas attendre que la pathologie se déclenche et arriver aux urgences, en catastrophe. C'est-à-dire, si on avait anticipé, les choses seraient meilleures. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec vous, professeur Chakour. Le conseil essentiel, je pense, pour un voyageur dans une région, disons, un petit peu tropicale, c'est au retour, s'il présente une fièvre, il doit consulter. Je pense déjà ça, s'il a ce message. Et le médecin qui reçoit ce patient, il doit avoir cette information qu'il était en voyage. Je pense, pour pouvoir évoquer, c'est vrai, le contexte épidémiologique, c'est difficile de deviner une fièvre. Voilà, c'est toujours, on dit, c'est une virose passagère et voilà, tout rentrera dans l'ordre. Mais par contre, avec cette information, un voyage à l'étranger dans la région X et Y, donc là, je pense, ça doit être pris sérieusement. Merci.
Une dernière chose, je me rappelle maintenant de quoi je voulais parler tout à l'heure. En fait, c'est les techniques, les techniques qu'on peut utiliser. Donc, effectivement, le professeur Annaz, il a parlé tout à l'heure d'utiliser les techniques unitaires. Lorsqu'on on est dans un laboratoire, on fait de la virologie ou un laboratoire polyvalent, par exemple. Effectivement, chercher le Zika virus ou la dengue, par exemple, etc. On ne peut pas faire l'ELISA, forcément qu'on ne va pas consommer 96 échantillons pour un cas ponctuel qui arrive une fois par mois ou 2 mois, voire une fois dans l'année. Et donc, effectivement, les tests unitaires permettent de résoudre le problème. Par contre, moi, j'ai eu la chance de passer au Centre international de référence à Marseille, qui est un centre d'arbovirologie, en fait spécialisé dans les arbovirus. Et donc, eux, par contre, ils utilisent l'ELISA. L'ELISA parce qu'effectivement, c'est un laboratoire de référence et donc ils reçoivent énormément de prélèvements des départements d'outre-mer, de la Polynésie, etc. Et donc, effectivement, là, le test unitaire n'a pas sa place. Donc, le message principal que je voulais faire passer, en fait, c'est tout est relatif par rapport à l'activité de chaque laboratoire et aux intérêts et aux objectifs. Bien sûr que le laboratoire on peut avoir un laboratoire privé ou public qui peut s'intéresser au paludisme, aux arbovirus, et il peut utiliser l'ELISA par exemple, au lieu des tests unitaires, ou l'inverse par exemple. Voilà, je pense que on est un peu en retard par rapport au déjeuner. Je remercie Gigala pour ces workshops et je vous souhaite un bon appétit. Voilà.